coup, je baisse le bras pour m'indiquer au montage de baisser le son d'ambiance, sinon on s'entend pas. D'accord. Et donc du coup, tu fais du montage plutôt que de corriger tes copies. Ah non, je corrige mes copies. Mais le montage, c'est sur mon temps de sommeil. Enfin, d'un autre côté, c'est toujours mieux que de faire lire à tes élèves des bouquins qui ont plus de 1000 ans. Hein? Alors, je le fais aussi, hein, mais c'est cool. C'est cool. Oh non, leurs verres sont vides. Je dois absolument relancer la conversation, sinon c'est foutu. Et sinon, ma prochaine vidéo, ça sera sur Percy Jackson. Ah ouais, le livre de Rick Riordan. Non, le film trop cool de Chris Columbus. À vrai dire, je voulais parler de... Ok, décision. Aucune pression, mec, hein. Mais ça pourrait être le choix le plus important de toute ta vie. le film de 2000, bien sûr. Super. Éclatez-vous. Alors, ce qu'on peut tout de suite remarquer dans la mythologie dans ce film, c'est que... Hop, attends. Tu commences direct là, t'as pas envie de faire un petit résumé d'abord? Mais je croyais que t'avais vu le film. Ouais, j'avais 11 ans, à sa sortie. Donc du coup, c'est plus très frais. Mais c'était il y a 7 ans. D'où tu... Ah Bon, résumé et spoilers après le générique. J'ai des anciens élèves qui sont plus vieux que toi. Nom de Zeus! Nom de Zeus! Nom de Zeus! Alors, Percy Jackson, le voleur de foudre, a été réalisé par Chris Columbus, qui avait fait les 2 premiers Harry Potter. Je pourrais faire des remarques sur les similitudes entre les 2 franchises, mais le film a tendance à gommer beaucoup d'éléments communs, donc voilà. Percy est un lycéen new-yorkais comme les autres. Il tient en apnée 7 minutes sous l'eau, est un pur beau gosse, a un ami handicapé nommé Grover, et lit plus facilement le grec ancien que sa langue maternelle. Classique. Mais après un non-combat contre une harpie, il apprend qu'il est en réalité le fils de Poséidon, et que Grover est un satyre chargé de protéger sa vie, ce qu'il fait d'ailleurs à absolument aucun moment du film. C'est assez rare pour les 3 grands dieux, Zeus, Hadès et Poséidon, d'avoir des enfants. Ouais, genre. De plus, ils ont l'interdiction de fréquenter leurs enfants, car ils s'attachaient trop et devenaient trop humains. Ouais. Alors, ça, ce sont les ados faits par moins d'une dizaine de dieux. On n'a pas la même définition de l'attachement. Ouais, je te trouve un tout petit peu critique avec le film là. Ouais. Percy est accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus, et il a 10 jours pour le redonner, sinon ce sera la guerre entre Zeus et Poséidon, et potentiellement la fin du monde. Mais Percy, la fin du monde, il s'en fout, car Hadès détient sa mère aux enfers et veut l'éclair en échange de sa libération. Il décide donc d'y aller sans l'éclair, sans plan, et sans savoir où sont les enfers. Il est rejoint dans sa quête par Grover et Annabeth, fille d'Athéna, la déesse de la sagesse. Retenez cette information, elle est importante. Et aidé par Luc, fils d'Hermès, dieu des voleurs, qui n'est définitivement pas le vrai voleur de foudre. Luc lui donne des objets magiques et une carte pour récupérer les 3 perles de Perséphone réparties aux USA. Faisons des maths avec Percy Jackson. Percy doit se rendre aux enfers avec Grover et Annabeth pour récupérer sa maman. Il doit d'abord obtenir les perles de Perséphone. Sachant qu'une perle permet de ramener une personne des enfers, combien de perles Percy et ses amis doivent-ils récupérer? Petit A, bah 3 voyons, ils sont que 3. Petit B, 4, pas besoin d'être la fille de la déesse de la sagesse pour réaliser que 3 plus 1 font 4. Petit C, aucune, y a qu'à demander à Perséphone de donner le nombre nécessaire. La bonne réponse est évidemment la A. Bref, il récupère les perles, puis entre dans les enfers derrière le panneau d'Hollywood. Il rencontre Perséphone qui gratte Grover et Hadès qui a un style de rocker. Ah bah mince, l'éclair était caché dans le bouclier donné par Luc. Hadès se fait taser par sa femme et Percy récupère sa maman. Oh bah mince, 3 plus 1 ça fait pas 3. Bon, Grover, tu restes avec la déesse qui te drague. Vite, allons empêcher la guerre. Oh bah mince, Luc, tu étais un méchant. Combat final, le monde est sauvé et youpi. Ouais, tu vas me ressortir la même chose, que le film est pourri, parce qu'il ne respecte pas le bouquin. Alors non, je voulais pas vraiment partir dans cette Alors direction. pardon, hein, mais transformer Grover, le satyre sensible à la nature, en meilleur copain black rigolo, ça reste quand même un cas typique d'appauvrissement du livre par la machine hollywoodienne. Noma Duazny. Pardon? C'est le nom de l'actrice qui joue Hermione dans la pièce de théâtre Harry Potter. Les gens critiquaient le casting sous prétexte que ça respectait pas le livre parce qu'elle est pas noire. Et Bah, pour Grover comme pour Hermione, c'est pas dit ni dans le bouquin que ça soit blanc ou noir. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est J.K. Rowling. oui, mais n'empêche que ça reste quand même... Oh là là, je crois que quelqu'un est en train de manger le dernier toast au quinoa. Non, je veux vraiment me focaliser sur le rapport que le film entretient avec la mythologie. Et pour moi, ça tient en 3 points. Le premier étant le vernis. Le vernis. Le vernis! Ouh. Attends, tu le sors d'où là?
Le film a tendance à utiliser la mythologie de façon très superficielle, sans vraiment faire quoi que ce soit avec. C'est à peine esthétique, ça sert globalement à rien, comme du vernis. Oui, et je suis sûr que personne ne voudra te contredire là-dessus, mais concrètement, le vernis. Si je te dis Athéna, ça t'évoque quoi? De la guerre, de la sagesse, de la raison, un Ouais, charme. attends, je t'arrête tout de suite, t'en as déjà trop dit. Soyons raisonnables, la guerre n'est pas la solution. Sagesse et guerre, emballer c'est peser, on a fait le tour du personnage. À la limite, il lui reste une réplique pour dire bonjour, et c'est tout. Ouais, mais attends, on s'en fout des personnages tertiaires. Tout on s'en fout de réduire un personnage à un ou deux attributs qu'on connaît déjà. Oh, allez, Osef. Bon, écoute, à la limite, ils ont choisi une actrice grecque pour l'interpréter, Melina Kanakaredes. Et ça, on peut dire que c'est un choix d'expert. T'es conscient qu'elle jouait dans Les Experts Manhattan? Par exemple, les filles d'Aphrodite, on les voit quoi? 5 secondes? Elles sont belles, gracieuses, en bikini, bronzées. C'est les filles de la déesse de l'amour, de la beauté. Pas besoin de se compliquer la vie. Ouais, tu sais qui d'autre était fils d'Aphrodite? De visu, là, non. Aîné, fondateur mythologique de la ville de Rome, survivant de Troie, guerrier et roi d'Albe. Mais t'as raison, on va surtout retenir la partie où il bronze en bikini. Ça ressemble à du sarcasme, là. Si tu réduis tes personnages à un strict minimum déjà connu, tu ne fais pas sentir au spectateur la richesse d'un univers exploré. Pourquoi il irait s'investir et vouloir en savoir plus quand il sait déjà tout? Quand rien ne l'interpelle et rien ne risque de le surprendre s'il gratte un peu. Non, mais t'exagères, sous le vernis, il y a des ongles quand même. Oui, bah d'ailleurs, tu me le rends mon vernis? Aïe. Tu disais? Le deuxième point. Le truc le plus difficile avec le passé, c'est de réaliser que les gens voyaient le monde différemment, avec d'autres critères, d'autres valeurs, d'autres échelles. Et on peut pas vraiment regarder les choses de la même manière. Ouais. Un peu comme dans les vieux films hollywoodiens, où personne n'utilise son portable pour appeler à l'aide. Bon, peut-être parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque aussi. Ouais, admettons. Le problème avec un mythe ancien, c'est qu'on a souvent la tentation de vouloir ajouter des éléments familiers plutôt que de chercher ce qu'il a d'unique. Et à Hollywood, s'il y en a un qui a droit à chaque fois, c'est bien... Hadès? Hadès. Hadès, c'est la mort, donc Hadès, c'est le méchant, et il veut renverser l'Olympe, et il veut remplacer Zeus, et il a des cornes, et il y a des flammes partout aux enfers pour bien faire comprendre que c'est un méchant. Bah ouais, mais ça c'est pas Hadès, c'est Satan, c'est le diable, c'est Méphistophélès, c'est pas le dieu grec des enfers, c'est le maître de l'enfer chrétien. Alors la confusion est pas récente, elle date même de bien avant le cinéma, mais c'est tellement lassant de toujours revoir la même chose. Ouais, mais le film joue sur ce cliché. Parce qu'en fait, Hadès, c'est pas le vrai méchant. Donc en fait, on nous fait croire que c'est lui pour mieux nous embobiner. Alors c'est ce que j'avais espéré au début, d'ailleurs c'est le cas dans le livre, hein. Mais il faut voir la tronche des enfers. Voilà, adieu la brume et la grisaille des âmes vouées à l'oubli, adieu les Champs-Élysées où demeurent les héros, adieu les fleuves Styx et Achéron, à la place on a des flammes, des cris, de la souffrance et Charon qui navigue dans le vide. Franchement, il manque plus que les diablotins à fourche. Par endroits, ça évoque même l'enfer dans le film Constantine de 2005. Bon, d'accord, c'est pas original, mais je vois pas où est le problème. Mais justement, si tu fais un film dont l'originalité de se passer dans la mythologie grecque, tu pirates pas ça avec l'imagerie chrétienne. Ou alors tu dis quelque chose sur la récupération des vieux mythes par les nouvelles religions dominantes. Mais si tu fais pas ça, c'est fade. Bon, c'est vrai, Hadès a un look diabolique, mais il a aussi un look de rocker. Et franchement, il est joué par Steve Coogan. Steve Coogan, le symbole même de l'humour anglais. Et qui dit anglais, dit rock. Qui dit rock, dit enfer. Ah oui, j'avoue, c'est chelou là. Bah oui, c'est chelou. Mais le vrai problème, c'est même pas Hadès, hein. C'est Perséphone. Les mythes sont pas toujours super clairs, donc il y a des choses acceptables, comme le fait qu'Annabeth soit la fille d'Athéna. Elle est censée être vierge. Mais bon, on sait pas comment elle l'a conçue, et techniquement elle a déjà eu un gosse avec Gaïa et Héphaïstos, donc... Attends, ils l'ont eu à 3? Ouais, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, mais là... Le teaser de bâtard. Le souci, c'est quand le film prend des éléments et se torche totalement avec le sens le plus basique, comme de faire de Perséphone une femme au foyer frustrée et allumeuse. Ouais. Tu dis pas de mal de Rosario Dawson. Elle était géniale dans Plutonache. Et dans Men in Black 2. Sérieusement? Oui. Le mythe de Perséphone n'est pas compliqué. Quand elle est aux enfers, c'est l'automne et l'hiver. Quand elle y est pas, c'est le printemps et l'été. Elle a rien à faire aux enfers le 21 juin. Ouais, mais attends, t'es le premier à dire que les mythes sont contradictoires. Le film peut bien prendre quelques libertés. Mais alors qu'elle veuille dire quelque chose, que ça apporte un sens nouveau. Ouais, mais le film essaie de trouver un sens nouveau quand même. Tiens, regarde les perles de Perséphone par exemple. Eh ben, elles servent pour ses amants, on est d'accord. Bon, eh ben, il la trouve où la première perle? Chez Méduse. Ce qui sous-entend que toutes les deux ont une relation lesbienne. Et ça,
c'est progressiste. Ouais, je pense que tu vas chercher un peu loin. Pour moi, ça pue le scénario feignant qui se désintéresse totalement de son matériau de base. Non. Et je te parle même pas de la scène du casino à Las Vegas. Laisse-moi deviner, tu vas en parler? Oui! Percy et sa team arrivent dans un casino où tout est fait pour les distraire. Les jeux, la musique et surtout les fleurs de lotus qu'on leur donne à manger et qui ont un effet... Ah ouais. Elles ont l'air cool, ces fleurs. Probablement pas légal en France. Ouais. Dans l'Odyssée, Ulysse tombe sur les lotophages, des mangeurs de lotus qui font oublier à ses compagnons leur patrie et leur enlèvent l'envie de partir. Ouais, bah tu vois, c'est comme dans le film. Ils bouffent du lotus, ils oublient leur mission, et du coup ils restent dans le casino pendant des jours. Ouais, c'est sûr. Tu te souviens comment ça se termine? Ouais. Par une course-poursuite, comme dans Fast and Furious. Mais oui, par une course-poursuite. Les lotophages, c'est le danger d'être trop bien quelque part et de pas vouloir en revenir. C'est une menace passive, non violente. D'où ils sortent ces Men in Black qui veulent les retenir de force? C'est un contresens total. Oh, c'est normal que dans un film, il y ait une petite scène d'action quand même. Je suis pas contre les scènes d'action, mais il faut que ça soit justifié par le script, il faut que ça colle au ton des autres scènes. Sinon, ça crée un décalage et ça dessert ton film. Ouais, mais c'est cool une petite scène d'action. Uniquement si c'est justifié. Si ça colle pas au reste, faut la couper au montage. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais! Ouais! Ah ouais! Ouais! T'es piqué ton chapeau, mec! Rends-le-moi! Non! Tout de suite! Alors viens chercher, petit bâtard! Ah! Et du coup? Conclusion. Percy Jackson est malheureusement un traitement assez plat de la mythologie grecque. On a l'esthétique globale, une dose de vernis par-dessus, mais ça reste assez creux. Et ce qui est rajouté fait plus de mal que de bien. Percy Jackson, c'est un vase trop fragile pour contenir des fleurs. Ça peut être joli, mais ça sert pas à grand chose. Nom de Zeus! Après, si tu veux, on peut aller chez moi, on se mettra un DVD et pourra plus faire plus en plus. Gars Ok. Dionysos reçoit cette offrande. Je me demande ce qui serait passé si j'avais parlé du livre.